Ici, nous sommes sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. C'est un territoire qui recouvre 300 000 hectares, qui est principalement boisé aux 2/3. On compte un peu plus de 1800 exploitations sur le territoire. Il y a donc un énorme enjeu à accompagner ces élevages vers une agriculture plus durable et vers l'agroécologie. Depuis plusieurs années, le parc organise des ateliers pour les éleveurs, pour les accompagner sur une meilleure utilisation de ces milieux ouverts herbacés. Ce sont des échanges techniques, ce sont des rencontres sur les parcelles, des témoignages, des cas concrets. L'avantage d'être sur un site Natura 2000, c'est qu'on peut disposer d'outils financiers, d'outils techniques, donc un accompagnement. Moi, par exemple, je suis animateur Natura 2000, donc je peux me mettre à disposition des acteurs du territoire pour les accompagner dans leur démarche. C'est le cas ici avec Vincent Calvel, que j'accompagne depuis 2015 et à qui j'ai proposé des MAEC, donc des mesures agri-environnementales, qui permettent de soutenir, de valoriser des actions vertueuses pour l'environnement. Quand j'ai commencé à travailler avec Vincent, je me suis vite rendu compte qu'il avait une utilisation très rationnelle de son espace, de son environnement, afin d'offrir un maximum de ressources fourragères, depuis la ressource herbacée, en passant par la ressource arbustive jusqu'à la ressource arborée. Il est dans une situation assez particulière ici, donc en milieu méditerranéen très sec, mais surtout relativement boisé, avec du chêne vert, et sous le chêne vert, il n'y a quasiment rien qui pousse, donc il y a assez peu de ressources fourragères. Donc il travaille depuis un certain nombre d'années à ouvrir ces milieux, mais pas totalement, à garder cette part de canopée qui lui permet d'avoir de l'ombre et donc le développement des différentes strates sous ces arbres. En fait, il rend les forêts plus claires. Donc ici, voilà, on se retrouve dans une zone qui n'a pas du tout été, que s'appelle remodifiée ni touchée par la main de l'homme. Donc on voit des contrastes vraiment différents. Ici avec une prairie, enfin une clairière en fait ouverte où on voit que la strate herbacée et des arbustes à droite à gauche sont présents malgré que les chèvres broutent autour à droite à gauche. Et à l'intérieur, on voit que ça s'appelle une zone de chêne vert qui est bien fermée, où finalement la strate herbacée est totalement absente. On va petit à petit intervenir sur cette forêt pour qu'elle pousse mieux, qu'elle nous apporte un peu plus de glandes de protéines et des fruits. Et le but à la fin, ce sera d'obtenir ce qu'on a ici de façon naturelle dans la clairière, on va l'intégrer dans la forêt et qui pourra, que ça s'appelle du coup, être en plus cette clairière protégée par des arbres qui auront poussé un peu plus haut et un peu mieux. Le travail avec les prairies naturelles peut sembler simple. Il s'agit simplement de regarder l'herbe pousser et d'utiliser ce que la nature peut nous proposer. Cependant, ça nécessite un travail d'observation très important, à la fois des végétations et à la fois des animaux. Donc là, l'exemple d'un poirier sauvage qui est petit à petit en train d'être étouffé par les chênes verts. Ici, on voit que dans un petit trou, il va chercher la lumière. Et si finalement, il n'y a aucune intervention humaine, cet arbre, il voulait disparaître. Sachant que c'est des fruitiers qui mettent très longtemps à pousser. Un arbre comme ça, on peut dire qu'il a au moins 20 ou 30 ans. Mais donc après, le but, ça va être de décompresser autour pour y recréer un petit halo de lumière. Et cet arbre pourra nous refaire des fruits. Et les animaux pourront manger les fruits en dessous de cet arbre. Donc ici on a une autre espèce, c'est un beau châtaignier qui n'a pas été entretenu depuis une bonne cinquantaine d'années certainement, qui a pas mal de bois mort. Donc après là, le but ce sera qu'on s'appelle d'y enlever le bois mort pour qu'il puisse pousser un peu mieux et qu'il ne soit pas pénétré par les maladies ni les vers. Et après aussi que ça s'appelle petit à petit de l'élaguer pour faire rentrer un peu plus de lumière dessous. Parce qu'ici on pourrait très bien transposer finalement sous le châtaignier la même prairie qu'on avait auparavant. Et finalement qui pourrait devenir un beau coin à champignons et une bonne ressource en herbe aussi pour les animaux. Et après ce châtaignier, mieux il sera taillé et mieux il poussera en fait, plus il nous fera des belles châtaignes. Allez filles, allez venez, on rentre. On va travailler sur plusieurs années. On va faire d'abord un premier abattage d'arbres sélectionnés.
Ces arbres seront abattus donc, à partir du mi-août à fin août jusqu'à début février. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que déjà les animaux vont les manger à cette période-là. Et vu que nous on a un intérêt à retraiter après ce bois qui va partir en bois de chauffage ou en bois éventuellement de construction, il ne peut pas être abattu au printemps parce que sinon il sera attaqué par tous les vers et tous les parasites. Il a l'avantage d'utiliser effectivement plusieurs types de troupeaux. Il a des chèvres qui mangent un peu de tout et notamment la ressource arborée. Il va utiliser les brebis qui vont pouvoir passer derrière, être plus efficaces sur la ressource herbacée. Et il va avoir des chevaux qui vont permettre aussi de capter un peu ce qui n'a pas été pris par ailleurs. Les bêtes, donc en gros, on a 60 chèvres et 20 brebis mères, mais qu'il y a toujours au moins 20 agneaux broutards avec. Ici, en gros, il y a un pâturage donc, des chèvres au printemps. Donc c'est pour manger toutes les pousses, notamment ce qu'on voit derrière vous, là, les pousses sur les arbres, parce qu'en fait, s'il n'y a pas du tout de présence d'animaux, en fait, les arbres, ils rejettent un peu partout sur le tronc. Et ça pose souci parce qu'en fait, du coup, ils ne poussent pas en hauteur et tous ces rejets prennent la ressource et finalement, des fois, on peut avoir des corolles qui vont mourir. Donc après, c'est très important que ces rejets-là soient mangés. Puis, tu parlais de tes chèvres, est-ce que tu y mets aussi tes brebis? Et si oui, à quel... Elles vont venir, qu'on appelle, faire taler un peu la ressource herbacée quand il y a les pousses et tout ça, pour que la ressource herbacée s'étale un peu. Et donc, elles vont venir voilà, un peu après les chèvres au printemps. On voit bien la complémentarité entre les troupeaux. Voilà, tout à fait. Et après, le dernier troupeau qui va venir, enfin un troupeau entre gros guillemets, ça va être les chevaux qui vont venir après le mois de décembre, en gros, en période d'hiver, qui vont finir de manger, en fait, de nettoyer toute la surface herbacée qui reste, qui est très pauvre, qui n'a pas été consommée ni par les caprins ni par les ovins. Et en plus, avec ce qu'on appelle petit à petit, finalement, ils fument le terrain à droite à gauche, qui permet au terrain de mieux pousser. Donc là, on est fin août, on voit que la parcelle est toute sèche. Qu'est-ce qu'on a comme ressources maintenant et comment on peut faire pour avoir une ressource sur la période fin été, début automne? Donc essentiellement, nous on va travailler soit sur les parties arbustives ou soit sur la strate herbacée qui est en sous-bois. Parce que la strate herbacée qui est en sous-bois, en fait, a été protégée des grosses chaleurs par la corolle des arbres. Et en fait, est restée beaucoup plus verte et beaucoup plus abondante. Donc après, c'est par la rotation aussi des pâtures. Donc on va avoir certaines pâtures de prairies qui sont en sous-bois qu'on va réserver à cette période-là exprès. Et après, en complément, donc viennent aussi ce qu'on appelle tout ce qui est les arbres fruitiers qu'on aura taillés, donc les pommiers et les poiriers qui commencent à faire les fruits en ce moment, y compris les prunelles, les mûres. Et on va commencer à faire l'abattage aussi des arbres pour l'éclaircie, et ça va apporter aussi en fait de la nourriture aux animaux. Et donc là, il y a des projets aussi qu'on appelle finalement de petit à petit recréer un peu au travers de ces champs-là pour reséparer les champs. Et donc après, en plus, c'est non seulement nous permettre de faire de l'ombrage et de couper le vent qui va permettre de ne pas trop dessécher les terres, mais en plus, elles vont nous apporter de la nourriture en plus pour les animaux. On n'achète aucun aliment fourragé et les animaux se nourrissent totalement sur les espaces qui parcourent. Donc les milieux ouverts ou les systèmes agro-pastoraux ouverts sont des supports de biodiversité. On a énormément d'espèces qui sont inféodées à ces milieux. On a bien sûr, on va dire, toute la plante, toute la végétation qui va apprécier d'avoir plus de lumière. Et on va avoir ensuite les insectes qui sont inféodés, qui vont se nourrir. Dans les chênaies sombres et denses, finalement, tout ce qui est nous ici, chauve-souris ou quoi, ne pénètre quasiment pas. Parce que après c'est très difficile de voler parce qu'il y a des branches de partout et on ne peut pas passer. Les rapaces non plus, alors que finalement dès qu'on ouvre, on voit de nouveau du rapace. Mais pourquoi? Parce que finalement il y a de nouveau des souris, il y a la vie, il y a des vers parce que finalement il y a du sol, il y a l'humidité qui reste au sol, il y a des choses à manger. Donc vous avez des vers, des souris, des serpents, il y a plein de choses qui réapparaissent. Alors que finalement dans les zones qui sont beaucoup plus sèches et beaucoup plus sombres, on a un problème parce que finalement on se retrouve avec un couvert de feuilles qui va faire 15-20 cm. Qui se dégrade quasiment pas
Et ici, avec les gros périodes que s'appelle d'orage sévenols ou de gros orages à la fin de l'été, ben en fait, avec l'eau ruisselant, elles vont toutes partir au ruisseau. Et finalement, on ne maintient pas notre sol. Petit à petit, notre sol s'en va. Alors que si on a une strate herbacée qui va fixer au fur et à mesure les feuilles, en fait, les feuilles vont se dégrader sur place, elles vont être maintenues. Et en fait, notre sol, petit à petit, gagne. Alors voilà, c'est plein de petites choses qu'on fait pour essayer d'améliorer les choses. En fait, nous, chaque année, ce qu'on voit, c'est que finalement, la ressource fourragère ou les ressources autres, avec en et tout ça, augmentent. Enfin, on est sur un système entièrement circulaire où finalement nous tout le fumier retourne sur les prairies. Ce fumier va nous permettre de produire encore plus de foin et de nourrir mieux nos animaux. Et plus on a nourri nos animaux, plus ça produit. Et puis plus on ramène du fumier dans nos pâtures et ainsi de suite. Finalement, tout fonctionne de façon circulaire et tout est recyclé sur place. On pourrait dire qu'on est un peu bizarre. C'est qu'en fait, oui, quand on va tailler un arbre, on pense qu'est-ce qu'il va devenir. Quand on coupe des fois des arbres qui sont plus anciens, on est presque triste de le couper, mais malheureusement, c'est comme ça. On est bien sûr très fiers de ce qu'on fait et on est toujours en train de réfléchir quand on va travailler avec la nature, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. En fait, on est toujours en train de réfléchir à moyen terme ou à très long terme. Et après, ce qui est très important, qu'on appelle, oui, après nous, de travailler avec la nature, c'est ce qui nous motive essentiel, parce qu'après la nature nous rend énormément. Et quand on peut se promener dans les bois et voir tous ces arbres qui grossissent, qu'on n'est pas parcouru, on risque pas d'être parcouru immédiatement par un incendie, surtout quand on voit ce qui se passe à droite à gauche sur la frange méditerranéenne, avec le réchauffement climatique, on dit oui, on est très fiers de ça. Ou quand il y a des grosses inondations et qu'on ne voit pas tous nos ruisseaux qui sont pleins de terre parce qu'on a des sols qui sont tenus, oui, on est fiers de ça. L'ouverture et le travail sous prairie, les élagages nécessaires, faire pousser mieux la forêt et faire pénétrer la biodiversité dans nos forêts, sur quelconque système on peut le faire. Et après, on sait qu'aujourd'hui tous les systèmes sont en train de changer avec les modifications du climat. Donc après, petit à petit, les systèmes, les idées peuvent être transposées dans différents systèmes, dans différents milieux et dans différents types de contextes géographiques. Donc en ayant des besoins qu'on s'appelle assez normaux, entre guillemets, et simples, on arrive à vivre correctement de ce qu'on fait et à pouvoir investir dans la suite. Et après, même si une année, pour X raison, on a un aléa X ou Y, comme on a plusieurs types de production, en fait, bon an mal an, on a toujours un chiffre d'affaires qui augmente. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que même si on est sur des petits chiffres d'affaires, comme finalement on achète très peu à l'extérieur, c'est le delta qui est le plus important et donc c'est le revenu final qui est le plus important. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu penses que ce système-là peut perdurer encore longtemps? Après, c'est des systèmes qui peuvent perdurer sans problème, et d'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus un retour vers le naturel et vers des produits locaux et de proximité. Oui, après c'est un apprentissage, c'est une évolution. Bon, c'est sûr qu'en vivant dans ce milieu, on va y être plus sensible, mais après, je suis quelqu'un qui est intéressé par tout et par tout et n'importe quoi. Je m'intéresse autant à la géopolitique du monde, à ce qui se passe aux quatre coins de la Terre, qu'à ce qui se passe ici aussi. Il ne faut pas croire non plus qu'on voit que nos animaux et qu'on est intéressé que par ça. Non, après je suis quelqu'un qui est intéressé par tout. Après c'est sûr qu'on est obligé de se concentrer un peu sur certaines choses plus que d'autres. Mais voilà, après on a envie de connaître le milieu dans lequel on vit, et puis on rencontre des gens qui nous apprennent des choses sur le milieu qu'on vit, et sans arrêt on apprend et de découvrir. Si l'homme qu'on s'appelle n'est pas là pour découvrir plein de choses et pour s'émerveiller, c'est une triste vie. Donc on a besoin de s'émerveiller.